Bonjour à tous. Alors, dans ce chapitre, je vais vous expliquer la notion de volume molaire gazeux qui est symbolisé par un V et un M, donc le V majuscule et le M minuscule en indice. Alors, pour commencer, il faut se dire que, donc, en labo, nous pouvons réaliser des expériences diverses et lors d'une expérience, nous pouvons obtenir ou utiliser des substances qui sont gazeuses. Alors, dans ce cas, donc, lorsque nous utilisons des substances gazeuses, les quantités de ces gaz ne s'expriment pas uniquement en masse. Donc nous avons eu l'habitude d'exprimer les quantités en mol ou en masse, mais parfois, et dans la plupart des cas, ces quantités s'expriment en volume. Et il faut se dire qu'il n'est pas facile de mesurer des volumes de gaz. Donc il est important, enfin plutôt intéressant de se poser la question suivante. Comment est-ce qu'on peut convertir un volume exprimé en litres en une quantité de matière équivalente exprimée en mol? Et donc aussi inversement, comment est-ce qu'on peut convertir une quantité de matière en mol en volume, donc exprimé en litres? Donc nous allons tenter de répondre à cette question tout au long de ce chapitre. Alors pour commencer, nous avons réalisé une expérience, enfin j'ai réalisé une expérience, je vais vous montrer la vidéo tout de suite, mais avant de passer à la vidéo, je voudrais d'abord quand même introduire cette expérience. Donc c'est la même expérience qui est proposée dans votre manuel. Voici le schéma qui est sur votre manuel. Alors tout d'abord, donc nous prenons du HCl, donc du chlorure d'hydrogène, que nous versons dans un récipient qui contient de l'hydrogène au carbonate de sodium. Une fois que ces deux substances entrent en contact, il y a un dégagement de gaz qui s'effectue. De l'autre côté du montage, nous avons une éprouvette graduée qui est remplie d'eau et qui est retournée de façon à pouvoir entraîner dans l'éprouvette le gaz qui sera produit lors de la réaction chimique se déroulant donc dans l'air l'année. Donc d'un côté, nous avons le HCl qui entre en contact avec l'hydrogène au carbonate de sodium et de l'autre côté, nous avons l'Erlenmeyer qui est rempli d'eau et qui est retourné dans un bassin qui contient de l'eau. Et ainsi donc, le gaz qui est produit va à travers le tube en verre de l'autre côté, donc à l'intérieur de l'éprouvette qui est graduée et qui est retournée. Donc voici l'expérience que j'ai réalisée. Ici, vous voyez l'éprouvette retournée et qui est remplie d'eau, le récipient qui contient le HCl. Et alors, voici une petite balance qui n'est vraiment pas précise, sur laquelle j'ai donc déposé l'hydrogène au carbonate de sodium. Alors là, nous pouvons voir que j'ai relié donc le récipient qui contient l'hydrogène au carbonate de sodium à l'éprouvette. Et là, je suis en train de prendre HCl et l'introduire dans le récipient qui contient de l'hydrogène au carbonate de sodium. Donc, une fois que je l'introduis, il y a un dégagement de gaz qui s'effectue dans le récipient. Le récipient est bien fermé afin de pouvoir éviter tout échappement de gaz, donc à l'extérieur. Et donc, tout le gaz passe à travers le plastique et donc part finalement dans l'éprouvette graduée. Et là, nous pouvons très bien voir les bulles qui se forment, donc qui nous montrent bien le dégagement de gaz. Comme vous avez pu le remarquer, le matériel que j'ai utilisé n'était pas très précis et adapté donc à ces conditions. Et donc, ce que nous pouvons faire, c'est que je peux vous donner les données que nous sommes censés récolter avec ces expériences, et donc nous pouvons prendre note des données que nous sommes censés récolter. Il faut savoir qu'il y a deux conditions qui ont été réalisées donc lors de cette expérience. La première, donc dans la première condition, nous avons une masse de 0,5 g d'hydrogène au carbonate de sodium qui est utilisée. Et dans la deuxième condition, nous avons une masse de 1 g d'hydrogène au carbonate de sodium qui est utilisée. Donc, nous faisons en fait varier la masse de l'hydrogène au carbonate de sodium. Et en faisant varier la masse de l'hydrogène au carbonate de sodium, nous obtenons donc deux conditions différentes. Mais nous ne faisons pas varier les conditions donc expérimentales comme la température et la pression. Et donc dans ce tableau-là que nous allons prendre note des données de l'expérience. Alors pour commencer, donc nous avons d'abord la colonne conditions, donc nous avons la première condition et la deuxième.
Dans la deuxième colonne, nous allons écrire les conditions expérimentales. Donc, nous allons prendre note de la température, de la pression atmosphérique et également de la masse d'hydrogène-carbonate de sodium qu'on utilise. Dans la troisième colonne, nous allons écrire le nombre de moles de l'hydrogène-carbonate de sodium, donc en moles bien sûr. Dans la quatrième colonne, nous allons écrire le nombre de moles de gaz qui est formé. Ensuite, dans la cinquième colonne, nous allons prendre note du volume de gaz qui est récolté en centimètres cubes ou en litres et en litres. Et alors, dans la dernière colonne, nous allons calculer le rapport entre le volume de gaz en litres et le nombre de moles en moles. Pour commencer, nous savons déjà que nous sommes dans les conditions de pression normale. Donc, la pression est de 1 atmosphère pour les deux conditions. Donc, voilà pour la pression. Nous savons également que la température est aux alentours de 15 degrés. Et nous savons également les masses d'hydrogène-carbonate de sodium que nous utilisons pour les deux situations. Donc, dans la première situation, nous utilisons 0,5 g d'hydrogène-carbonate de sodium. Et dans la deuxième situation, nous utilisons 1 g d'hydrogène-carbonate de sodium. Pour compléter la deuxième colonne, nous devons donc calculer le nombre de moles de l'hydrogène-carbonate de sodium. Et je rappelle que nous pouvons toujours calculer le nombre de moles d'un élément à partir de sa masse, et pour cela, nous devons aller trouver la masse molaire de cet élément. Donc, ici, il s'agit de l'hydrogène-carbonate de sodium, et pour trouver un nombre de moles à partir d'une masse et d'une masse molaire, nous devons donc prendre la masse et diviser cette masse par la masse molaire. Donc ici, pour la masse, nous avons 0,5 g, et la masse molaire de l'hydrogène-carbonate de sodium est de 84 g par mol. Et 0,5 divisé par 84 est égal à 0,06 mol. 0,06 mol. Alors pour la deuxième situation, attention, la masse change. Donc au lieu de prendre 0,5 g pour la masse, nous prenons 1 g. Et nous divisons cette masse par la masse molaire toujours de l'hydrogène-carbonate de sodium. Et 1 divisé par 84 nous donne 0,012 mol. Étant donné que dans l'expérience que j'ai réalisée ici, je n'avais pas le matériel adéquat pour réaliser ces deux expériences correctement, donc je vais vous informer directement le volume de gaz qu'on est censé récolter. Dans la première situation, si nous prenons 0,5 g d'hydrogène-carbonate de sodium, nous devons récolter un volume de gaz qui est égal à 0,14 litres. Ou alors, autrement dit, donc 140 cm3. Et alors, si nous utilisons 1 g de l'hydrogène-carbonate de sodium, nous produirons 0,28 litres de gaz, ou alors 280 cm3 de gaz. Alors maintenant que nous avons le nombre de moles ainsi que le volume de gaz, nous pouvons compléter la dernière colonne. Donc pour compléter la dernière colonne, nous devons diviser le volume de gaz par le nombre de moles. Donc ici, le volume de gaz est de 0,14 litres, donc pour la première situation, et le nombre de moles est de 0,006 moles. Et si nous divisons 0,14 par 0,006, nous obtenons un résultat qui est égal à 23,6. Alors pour la deuxième situation, donc nous reprenons le volume et nous divisons ce volume par le nombre de moles, c'est-à-dire 0,28 divisé par 0,012, et nous obtenons encore une fois 23,6 comme résultat. Alors, si nous regardons donc ces données de plus loin, nous pouvons très clairement remarquer que le rapport entre le nombre de moles de gaz et le volume qu'il occupe est constant. Donc, nous pouvons remarquer ici que nous obtenons à chaque fois 23,6 et 23,6 comme résultat de ce rapport. Alors, ceci est assez intéressant. Donc, à partir de ce fait, nous pouvons nous poser quelques questions.
Nous pouvons d'abord nous demander si le rapport entre le nombre de moles et le volume de n'importe quel solide liquide au gaz est toujours constant, comme dans ce cas-là. Donc ici, nous avions du gaz, mais nous pouvons vérifier si cela est valable aussi pour un liquide ou pour un solide. Et pour vérifier cela, nous pouvons prendre un document qui se trouve d'ailleurs dans votre manuel, où nous pouvons très bien voir le volume en centimètres cubes ou en millilitres d'un solide, d'un liquide et d'un gaz. Donc voici ce document. Donc ce tableau représente le volume de différents échantillons, donc solides, liquides et gazeux, qui sont composés de 1 mol de corps pur. Ces échantillons sont mis dans les mêmes conditions de température et de pression. Alors, ce que nous pouvons remarquer directement, c'est que cette hypothèse se vérifie pour les gaz. Étant donné que ces échantillons sont composés de 1 mol seulement, donc de corps pur, nous pouvons voir que nous avons donc des volumes à chaque fois identiques pour des gaz différents. Donc pour le dihydrogène, dioxygène, etc., nous avons à chaque fois des mêmes volumes. Et si nous calculons donc le rapport entre le nombre de moles et le volume de ces gaz, nous pouvons remarquer que ces rapports seront toujours constants. Attention donc pour les gaz. Par contre, si nous regardons pour les liquides et solides, donc pour le fer, le plomb, l'eau et l'éthanol, nous pouvons donc remarquer que ce n'est pas le cas parce que pour le fer, par exemple, nous avons un volume de 7,2 cm3, pour le plomb 18,3, pour l'eau 18, etc. Donc si ces volumes changent et que si nous calculons le rapport entre le volume et le nombre de moles de ces éléments-là, nous pouvons très bien remarquer que dans les mêmes conditions, les volumes, donc les rapports des volumes par rapport au nombre de moles, ne seront pas identiques pour les liquides et pour les solides. Donc, pour les gaz, donc pour 1 mol de n'importe quel gaz, nous pouvons voir que ces gaz occupent donc le même volume dans les conditions donc, de ce tableau. Et ce volume est de 22,4 litres. Donc ceci n'est pas valable pour les solides et les liquides, et donc nous pouvons en conclure que le volume occupé par une mole d'échantillon dépend de l'état physique du corps pur. Donc si l'échantillon est à l'état gazeux, le rapport entre le nombre de moles et le volume occupé par n'importe quel gaz est une constante. Nous savons donc maintenant que le rapport entre le nombre de moles et le volume occupé par n'importe quel gaz est une constante. Mais nous ne savons pas si cela est valable pour chaque condition, c'est-à-dire donc les conditions en ce qui concerne la température et la pression. Nous pouvons vérifier cela avec ce deuxième document. Alors, dans ce tableau, nous pouvons voir quelques valeurs importantes donc du volume occupé par une mole de n'importe quel gaz dans les conditions définies. Donc ici, nous pouvons remarquer que ces conditions varient, donc nous n'avons pas à chaque fois les mêmes conditions de température et de pression. Enfin, les conditions de pression sont les mêmes, mais les conditions de température sont différentes. Donc au début, par exemple, nous avons 0 degrés, puis 15, puis 20, puis 25 degrés. Et ce qui est noté à côté des degrés Celsius, c'est toujours des températures, sauf que l'unité change ici. Donc, nous avons mis les unités de température en Kelvin. Et il faut savoir que 0 Kelvin correspond à 273 degrés Celsius. Donc, si on veut convertir des degrés Celsius en Kelvin, nous devons ajouter 273 au degré Celsius pour obtenir une température en Kelvin. Alors, si nous regardons la variation du volume en fonction de ces températures qui changent, nous pouvons remarquer que plus la température est élevée, plus le volume occupé par une mole de gaz augmente, donc à pression constante. Donc ici, nous ne faisons pas varier la pression, mais nous faisons varier la température qui augmente, et donc plus la température augmente, et plus le volume occupé par une mole de gaz augmente également. Alors, donc, nous pouvons tirer une conclusion générale de ces deux documents. Alors, comme conclusion, nous pouvons dire que finalement, en fait, le volume d'une mole de gaz est fonction de la température et de la pression auquel il est soumis. Et ce volume d'une mole de gaz ne dépend pas de la nature du gaz considéré. Donc, peu importe, la nature du gaz, donc nous pouvons avoir du dioxyde de carbone, du dihydrogène, ou n'importe quel autre gaz. Ce n'est pas donc la nature du gaz qui va influencer le volume d'une mole de gaz, mais c'est plutôt la température
et ou la pression, donc les conditions qui peuvent influencer le volume d'une mole de gaz. Car nous voyons que ce volume, donc pour une mole de gaz, varie seulement lorsque nous faisons varier la température et aussi la pression de l'environnement dans lequel ces gaz se trouvent. Nous pouvons maintenant définir le volume occupé par une mole de gaz. Alors le volume occupé donc par une mole de gaz est appelé donc le volume molaire. Et ce volume, c'est le volume qu'occupe toujours une mole de ce gaz dans les conditions définies de température et de pression. Et donc son unité est le litre par mole.